Bien, mesdames et messieurs, merci pour votre présence, cette présentation du contre-budget du groupe Rassemblement national. Notre contre-budget n'est pas un autre budget. Il serait illusoire et mensonger de faire croire que notre groupe peut, à lui seul, remplacer l'administration qui travaille au quotidien sur le budget de notre pays. Notre contre-budget vient corriger la copie initiale. Et de l'aveu même de son auteur, il est, je cite, « perfectible », d'où l'euphémisme exprimé il y a quelques jours par le Premier ministre lui-même. Avant tout, permettez-moi de rappeler que nos travaux budgétaires s'inscrivent dans un contexte gravement dégradé. Le tableau, ou plutôt la partition du Mozart de la finance, est particulièrement dissonante. La dette atteint des niveaux records, les intérêts de cette dette seront bientôt le premier poste du budget de l'État, et comme cette dette est détenue pour moitié par des non-résidents, des dizaines de milliards d'euros quittent notre pays, dégradant notre balance des paiements. Les défaillances d'entreprises atteignent aussi des records, le déficit public reste hors de contrôle. Bref, après 8 ans de macronisme, la crise budgétaire est une bien triste réalité. Face à cela, les partis du système macroniste et leurs alliés de circonstance, PS et LR, et alliés d'élection, LFI et PCF, et même quelques prix Nobel, ont la solution. Préserver leur poste et surtout empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Voilà leur seule et unique ligne politique. La nôtre, à l'opposé, est la défense des intérêts de la France et des Français, et cela passe bien sûr par l'élaboration d'un budget le meilleur possible, et quand on est dans l'opposition, par la modification de la version du gouvernement pour la rendre la moins mauvaise possible. Je me permets de vous rappeler qu'un budget, c'est la traduction financière de choix politiques. Ce n'est pas un tableau Excel avec des plus et des moins, ce n'est pas une succession de mesures, c'est in fine, bien sûr, un équilibre arithmétique, mais c'est surtout un équilibre politique. En effet, l'impact sur le quotidien des Français, sur le quotidien des entreprises est direct, concret et souvent immédiat. Quand nous travaillons sur un contre-budget, notre première préoccupation, c'est quel impact sur les Français? C'est quelle sera l'acceptabilité des mesures par les Français? C'est est-ce que l'équilibre politique atteint est juste? Notre deuxième préoccupation, c'est de préserver notre souveraineté et d'éviter toute immixtion étrangère dans notre politique budgétaire. Je pense bien sûr à l'Union européenne, voire au FMI, puisque je lis dans certains médias que cette hypothèse n'est malheureusement plus de l'ordre de la science-fiction. Notre troisième préoccupation, c'est d'éviter de dégrader la situation, car ce sont évidemment les Français, en particulier les générations futures, qui paieront, mais d'une manière plus prosaïque, car nous sommes convaincus que demain, c'est à nous que reviendra la responsabilité de redresser le pays à partir de cette situation. Enfin, quatrième préoccupation, un contre-budget qui vise à lier la baisse des mauvaises dépenses et la relance de notre économie. Ce sont ces 4 préoccupations qui ont guidé l'élaboration de ce contre-budget, avec un chiffrage que nous avons essayé de rendre le plus précis possible. Nous n'avons pas les services de Bercy et de ses 130 000 agents à notre disposition. En tout cas, pas encore. Ce contre-budget servira de ligne directrice durant les discussions budgétaires en séance publique, soit directement avec des amendements défendus par nos députés, soit indirectement pour soutenir ou s'opposer aux amendements toxiques venus d'autres groupes. Le contre-budget que nous vous présentons aujourd'hui se fait à périmètre constitutionnel constant. Par exemple, certaines économies sur l'immigration nécessitent un changement constitutionnel. C'est, vous le savez, l'objet du référendum que je propose, mais aussi en fonction de ce qui est raisonnablement faisable. Par exemple, supprimer tout financement à l'audiovisuel public, ce qu'engendrera la privatisation, ne peut pas être, évidemment, vous l'aurez compris, appliqué dès 2026. Pour tordre le cou à certains raccourcis que je peux lire ici ou là, ça ne veut pas dire que nous abandonnons ces mesures. Alors je sais que vous allez me dire que certaines mesures, je pense par exemple à la baisse de notre contribution à l'Union européenne, n'est raisonnablement pas possible. Mais pour nous, raisonnablement n'est pas synonyme d'impuissance politique. Oui, certaines mesures nécessitent une volonté politique forte, voire d'engager le bras de fer, en l'occurrence pour cet exemple avec l'Union européenne. Nous l'assumons et je dirais même, nous le revendiquons. D'ailleurs,
S'agissant du budget de l'Union européenne, permettez-moi de souligner que la baisse de la contribution de la France, qui a été annoncée par Madame de Montchalin cet été, vient mettre fin au mensonge répandu par nos adversaires que baisser la contribution de la France à l'Union européenne était une forme de Brexit. Baisser la contribution de la France à l'Union européenne, c'est seulement défendre les intérêts de la France et des Français. Avant de donner la parole à Jean-Philippe Tanguy, notre référent de la Commission des finances, je voudrais souligner que si notre contre-budget peut paraître ambitieux, c'est parce qu'il s'attaque avec force et volonté à ce que j'ai appelé les 4 tabous de la politique budgétaire. L'immigration, bien sûr, notre relation financière avec l'Union européenne, le train de vie d'un État manifestement plus à la bonne place et un quasi-abandon de toute volonté de lutter contre les fraudes. Nous arrivons donc à des économies nettes assez conséquentes, y compris en tenant compte des hausses prévues par les 4 lois de programmation. Loi de programmation militaire avec la surmarche annoncée par le président de la République en juillet dernier, loi de programmation police-justice qui correspondait dans les montants à notre proposition de la présidentielle de 2022 et loi de programmation de la recherche. Remettre l'État à la bonne place, arrêter les dépenses inutiles, inefficaces, voire toxiques, et surtout répondre aux préoccupations des Français, voilà le contre-budget du groupe Rassemblement national que va vous exposer immédiatement Jean-Philippe Tanguy. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des députés de la Commission Finances, notre collègue sénateur Christopher Zurek, nos collaborateurs et tous ceux qui ont participé à ce travail intense et important pour notre contre-budget. Tout d'abord, avant d'exposer nos contre-mesures, il faut malheureusement exposer les mesures que les Français subissent déjà, ces mesures après 8 ans de macronisme. 8 ans de macronisme qui sont un échec pour la stratégie gouvernementale, pour cette idéologie que Marine Le Pen avait débusquée dès son immixtion dans la politique française. Et cet échec, malheureusement, c'est une lourde facture pour les Français, pour les ménages, et c'est une lourde facture pour nos entreprises. Vous le savez, le déficit public revendiqué, annoncé pour l'année prochaine, sera encore de 4,7%. Il sera sans doute en réalité plus proche de 5% selon les estimations de l'OFCE et même les travaux même de la Commission Finances. On pourra y revenir. Et ce déficit tragique, insupportable, qui ne s'explique plus par les excuses des crises multiples que la France, certes, a affrontées, mais que tous les pays du monde ont affrontées, que tous les pays de l'OCDE ont affrontées et que tous les pays européens ont affrontées. Quand on voit que des pays qui ont moins de moyens économiques et financiers, comme le Portugal ou l'Espagne, ont pu rétablir leurs comptes, l'échec d'Emmanuel Macron est d'autant plus insupportable. Ce déficit, il se cumule avec une dette publique considérable qui frôle désormais, qui a dépassé d'ailleurs depuis sa dernière estimation les 118% et qui malheureusement accélère chaque jour de manière difficile. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est à partir d'un moment, vous êtes tellement endetté et vous exposez à des taux d'emprunt tellement importants que votre dette s'emballe et qu'il y a un effet boule de neige qui est très difficile à contenir. Et c'est aussi une des forces du contre-budget de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est qu'avec des décisions courageuses, on peut aussi arrêter cet effet boule de neige. Pourquoi cet effet boule de neige? Pourquoi ce déficit insupportable? C'est avant tout l'échec total de la maîtrise des dépenses publiques. En 8 années de macronisme, ils n'auront pas été capables de baisser d'un seul centime les dépenses publiques en volume. Et encore cette année, malgré les alertes de François Bayrou, malgré un débat public concentré sur la question des finances publiques, eh bien, elles augmentent encore pour l'année prochaine, selon les propres estimations du gouvernement et du Haut Conseil des finances publiques, de plus de 28 milliards d'euros. La conséquence logique, c'est parallèlement cette hausse de 19 milliards d'euros des recettes publiques, donc des impôts, donc 14 milliards strictement de hausse d'impôts nouvelles qui sont particulièrement injustes, insupportables et évidemment contre-productifs économiquement, puisque le poids des impôts dans notre pays est désormais tel que les rentrées fiscales ne rentrent plus correctement, ne rentrent plus comme elles devraient être escomptées, puisque les Français ne peuvent plus payer, les entreprises ne peuvent plus payer et notre tissu économique est en train d'être détruit non seulement par une incompétence économique, une concurrence déloyale, mais par la politique budgétaire même et fiscale employée par le gouvernement. Dernière traduction tragique de ce bilan, c'est le coût de la dette, ce qu'on appelle la charge d'intérêt, qui atteint toute administration publique confondue, 74 milliards d'euros. C'est une hausse de 13 milliards d'euros par rapport
à l'année dernière. Et là aussi, malheureusement, les intérêts s'emballent. Nous sommes proches, comme Marine Le Pen l'a dit, du premier poste de dépenses de l'État, et que pour nos compatriotes comprennent bien, c'est autant d'impôts qui ne vont pas dans l'école de leurs enfants, dans le soin apporté à nos aînés, dans la protection de notre armée et de nos forces de l'ordre. Tout cela va dans la poche de nos créanciers, et en particulier, hélas, comme l'a dit Marine Le Pen également, dans la poche de nos créanciers étrangers. Que proposons-nous face à cette situation extrêmement difficile? Eh bien, déjà, et je tiens à insister là-dessus aujourd'hui, pour montrer la crédibilité et la rupture qu'incarne ce contre-projet de Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est la baisse des dépenses. Et nous assumons une forte baisse des dépenses en volume, ce qui permet à la fin de contenir le déficit, de ralentir l'effet boule de neige de la dette, mais aussi de rendre, d'apaiser la société française. Parce qu'aujourd'hui, le poids des dépenses publiques est tel, à 57% du PIB, que tout le monde perçoit, que vous soyez acteur économique, famille, élu local, tout le monde perçoit cette pesanteur de la dépense publique qui ne vient pas, comme le ferait l'État stratège de Marine Le Pen, en soutien à l'activité économique, en soutien dans les espérances des familles, mais qui pèse comme un poids et non pas comme une aide. La première, tout d'abord, c'est s'attaquer aux dépenses inefficaces. Vous aurez le détail dans un tableau qui vous sera transmis. Compte tenu, vous le voyez, de l'importance de ce tableau, je ne vais pas citer ligne par ligne chacune des mesures, mais évidemment, nous serons disponibles pour répondre à vos questions par rapport à ce tableau. Dans l'ensemble, on atteint une baisse des dépenses inefficaces de 32,4 milliards d'euros. Et quelques exemples des baisses les plus importantes. La baisse de la contribution à l'Union européenne. Nous demandons une baisse plus importante cette année, puisque comme la contribution à l'Union européenne augmente encore de 5,7 milliards d'euros, atteignant, frôlant, si on compte les droits de douane, 30 milliards d'euros. Certes, ça peut paraître important, mais ce n'est malheureusement, hélas, qu'à due proportion de la perte de contrôle de cette contribution pour la France. Deuxième agrégat important, 7,7 milliards d'euros sur les agences et les opérateurs. De la même façon, le détail de ces économies, de ces mesures, vous est adressé en tableau, mais ce sont plusieurs dizaines de lignes. Et je tiens à saluer à ce titre le travail très important qu'a mené Mathias Renaud sur ce sujet. Et enfin, la baisse de l'aide au public au développement. Je suis désolé, il y a sans doute une petite coquille sur ce chiffre. Il y a eu un copier-coller. Il s'agit de 2,4 milliards d'euros et pas 7,7 milliards d'euros. Un journaliste attentif l'a vu et je le remercie. Deuxième bloc de dépenses inutiles contre laquelle nous luttons, évidemment, et qui marque là aussi une rupture, c'est le contrôle des dépenses de l'immigration. Comme l'a dit Marine Le Pen, il y a des mesures qui nécessitent une réforme constitutionnelle, il y a des mesures que nous pouvons faire à droit constant. La principale mesure, c'est d'imposer 5 ans de travail à temps plein pour les étrangers qui souhaitent bénéficier d'un certain nombre de prestations de solidarité. Comme Marine Le Pen s'y était engagée en 2022, évidemment, cette mesure ne s'applique pas du jour au lendemain. Nous sommes fidèles aux valeurs de notre société. On ne va pas mettre les gens dans la difficulté. Nous différencions le phénomène de l'immigration des personnes immigrées qui sont aussi venues parce que des gouvernements incompétents leur offraient la lune. Et donc, nous leur donnerons 6 mois pour s'adapter avant d'appliquer cette mesure. Ce qui fait que ces mesures de restriction des prestations de solidarité aux gens qui ont travaillé, aux immigrés, pardon, qui ont travaillé 5 ans à taux plein, qui rapportent en année pleine 12 milliards, rapportent sur 6 mois évidemment 6 milliards. Deuxième économie sur l'immigration principale, c'est la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, mesure bien connue du Rassemblement national, bien reprise, il faut dire, par tous nos adversaires aux élections, mais jamais appliquée par ces mêmes adversaires quand malheureusement ils gouvernent. La suppression des visas pour soins, qui est une forme différente de l'AME et qui est une particularité au triste sens du terme de la France. Là aussi, la maîtrise totale de la suppression totale de ces visas sur soins, puisque ça dépend exclusivement du pouvoir exécutif, rapporte 1 milliard. Là aussi, vous avez dans le tableau l'ensemble des mesures qui permettent d'atteindre 12 milliards d'euros sans changement constitutionnel. Encore des dépenses inutiles, 4,1 milliards d'euros, des baisses de subventions pour des associations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Là aussi, la liste vous sera donnée. Des économies sur le train de vie de l'État, notamment les assemblées, l'Élysée pour 500 millions d'euros, et une baisse immédiate de la dotation à l'audiovisuel public. Vous voyez d'ailleurs qu'on ne compte pas évidemment
pour cette année la privatisation de l'audiovisuel public pour une raison simple. Comme l'avait expliqué Marine Le Pen à la présidentielle, Jordan Bardella aux élections législatives, il faut évidemment au moins 1 an de plein exercice pour mener cette privatisation à terme. Et ce n'est pas une économie immédiate, mais c'est une économie évidemment que nous maintenons dans le programme dès que possible. Nous demandons 5 milliards d'efforts à certaines collectivités territoriales dans l'attente de leur réorganisation et pour une part d'entre elles de leur suppression. Et cet effort est concentré sur les intercommunalités et les régions. 5 milliards d'euros. Enfin, conséquence positive de la maîtrise des dépenses, c'est que vous dépensez moins pour vous endetter, donc vous dépensez moins pour emprunter. Donc l'ensemble des mesures que nous proposons permet une économie nette de 1,5 milliard à taux de marché actuel. Même en plus, on espère que le marché réagira bien à ces mesures de rupture, mais on n'a même pas chiffré cela. Et la deuxième phase d'économie sur le besoin de financement vient de la réforme des bons au trésor à court terme, alors qui fait partie, comment dire, de la gabegie macroniste, il faut bien le dire, on y reviendra si vous voulez dans vos questions, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en seulement quelques années, en seulement 3 ans, excusez-moi, le coût de la gestion de trésorerie à court terme de l'État est passé de 500 millions d'euros par an à 6,5 milliards d'euros par an en seulement 3 ans. Et ça est une absence totale de bonne gestion des deniers de l'État. Et nous présenterons d'ailleurs plus tard des réformes qui permettent d'atteindre cette meilleure gestion de l'État. Et une fois de plus, c'est le travail, je tiens à dire, de mes collègues au groupe du Rassemblement national qui ont permis d'identifier cette mauvaise gestion de la trésorerie à court terme de l'État pour des montants très importants. Je regrette que les autres groupes politiques ne soient pas sensibles à la bonne gestion des deniers publics sur ce sujet. Et nous avons d'ailleurs engagé un travail et commandé un travail à la Cour des comptes pour établir la vérité, comme nous l'avons établi sur les certificats d'énergie, où nous avons découvert quand même un fromage de la République à 6 milliards d'euros. De la même manière, les abus sur la prime Rénov', de la même façon, étaient exactement celles qu'avait annoncé Marine Le Pen à la présidentielle. Et dès qu'on arrive à avoir accès aux moyens de l'État, dont parlait Marine Le Pen dans son introduction, eh bien, ça a tendance non seulement à confirmer, mais à aggraver nos craintes, ce qui montre les ordres de grandeur dont nous pourrons bénéficier. Après la baisse des dépenses, la hausse du pouvoir d'achat, et donc la baisse massive des impôts sur les ménages et sur les entreprises. Cette baisse des impôts représentera pour les ménages une baisse de 25 milliards d'euros des impôts et donc un gain de pouvoir d'achat équivalent de 25 milliards d'euros. Et la mesure principale, vous la connaissez, nous l'avons rechiffrée par rapport à l'évolution des prix de marché, notamment des hydrocarbures et du gaz. C'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies, qui coûtera 11 milliards d'euros. La suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité, qui coûtera 3,5 milliards d'euros. Et la part fiscale pleine dès le deuxième enfant, qui coûtera 2,9 milliards d'euros. La liste des autres mesures est dans le tableau. Ensuite, un choc de production, un choc de compétitivité pour nos entreprises, avec la baisse massive des impôts de production de 16,2 milliards d'euros. Et à ce titre, c'est une des annonces que nous faisons aujourd'hui. Jordan Bardella avait annoncé dans sa lettre aux entrepreneurs que nous étions capables d'aller plus loin que la baisse des impôts promise en 2022, des impôts de production de 10 milliards d'euros promise en 2022. Et nous arrivons dès la première année à 16 milliards d'euros de baisse. Et sur les deux années, nous arriverons à 20 milliards d'euros, ce qui a été initialement prévu sur 5 ans. Et ça, c'est parce que nous avons pu améliorer la maîtrise de la dépense publique. Dans la compétitivité, c'est aussi d'ailleurs une mesure pouvoir d'achat, il y a la suppression de la taxe sur les mutuelles qui est imposée cette année pour 1 milliard d'euros, qui apaisera les mutuelles, qui n'augmenteront donc pas leurs tarifs, et c'est autant d'argent gagné pour les entreprises, pour les ménages, pardon, excusez-moi. Enfin, 2 milliards sur l'amélioration du coût du travail, qui sont essentiellement l'annulation de mesures toxiques du gouvernement cette année, la suppression des avantages sociaux, donc c'est les fameuses fonds de poche des tickets restaurants et d'autres avantages, l'annulation de la réforme du LODEOM et la préservation des exonérations pour les apprentis. Pour financer ces gains de pouvoir d'achat et assurer la maîtrise des finances publiques, ce qui nous prouve bien évidemment que nous ne rasons pas gratis, il y a les hausses de recettes. Des hausses de recettes qui changent totalement le modèle d'équilibre fiscal
du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella par rapport à la Macronie. Depuis 8 ans, mais même sous le socialo-macroniste François Hollande, l'essentiel des efforts fiscaux étaient demandés aux classes populaires et aux classes moyennes. Vous voyez bien l'ampleur des baisses d'impôts que nous assurons aux classes moyennes et aux classes populaires et aux entreprises. Et inversement, nous demandons plus d'équité fiscale envers les plus privilégiés. C'est le sens de l'impôt sur la fortune financière qui préserve notre tissu économique, puisque, comme l'a très bien expliqué Marine Le Pen et Jordan Bardella depuis 2022, c'est un outil fiscal qui protège 75% des investissements dans les PME et les ETI, et qui cible uniquement l'accumulation non pas excessive, mais importante. C'est des gens qui ont réussi dans la vie. Et nous ne jugeons pas, contrairement à d'autres, la réussite individuelle. Nous la célébrons, nous l'encourageons, mais on demande cet effort qui représente 4 milliards d'euros et qui permet notamment de financer la politique familiale. Un effort beaucoup plus important sur la spéculation, la finance de marché, dont les effets sur l'économie, en notre sens, ne sont pas favorables. La taxe sur la rachat d'actions, qui était déjà dans le programme de 2022. La taxe sur les transactions financières intrajournalières, qui était également dans le programme de Marine Le Pen. Et une taxe sur les superdividendes. Bon, à ce titre, pour la petite histoire, a été adoptée une taxe sur les superdividendes en commission finances venant du MoDem et des communistes. Ils étaient très fiers que nous l'avons soutenue. Ils étaient très fiers de leur taxe. Elle était moins importante que la taxe du Rassemblement national. Et donc la gauche a obtenu une grande victoire en protégeant les superdividendes pour surtout ne pas voter une mesure du Rassemblement national. Je juge chacun juger de la pertinence de cette lutte contre le Rassemblement national au profit, soi-disant, comme ils disent, des plus favorisés. Hausse des recettes également, nous en avons parlé, c'est une nouveauté aussi du programme du Rassemblement national qui a été présenté lundi dernier avec Thomas Ménager, c'est la rebudgétisation, c'est pas facile pour moi, des certificats d'énergie. C'est un dispositif qui n'a pas fait ses preuves et qui au contraire a donné lieu à de multiples fraudes. Et donc nous recentralisons ces fonds et nous les ciblons dans une nouvelle mesure du programme écologique du Rassemblement national qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette écologique, qui prouve bien que nous ne nions absolument pas les enjeux écologiques et d'environnement de notre civilisation. Nous y accordons des moyens. C'est un moyen important de rebudgétiser ces 6 milliards d'euros. Et ces 6 milliards d'euros financeront des politiques d'investissement dans les infrastructures, projets évidemment, programmes électronucléaires, financement des barrages, financement des lignes de train et du transport public, entretien des routes. Et c'est autant d'économies, évidemment, fait sur le budget général. Enfin, notre plan de lutte contre les fraudes, nous avons présenté le détail de nombreuses reprises depuis 3 ans. Et effet bénéfique de cette politique, c'est évidemment les retours fiscaux, puisque en baissant l'impôt sur la production, on aura un retour sur l'IS, l'impôt sur les sociétés de 1 milliard. Et par le choc de consommation permise par la libération de la consommation populaire et des classes moyennes, un retour de TVA de 1,82 milliard d'euros. Globalement, ces mesures, si on les compare au budget Lecornu, c'est la page 10 de la présentation, permettent d'améliorer l'ensemble des indicateurs de contrôle des finances publiques de notre pays. Tout d'abord, c'est la maîtrise du déficit public. Nous réduisons le déficit public de 36 milliards d'euros. C'est objectivement considérable. C'est une amélioration. Ça permet, on passe de 143 milliards d'euros de déficit estimé par M. Lecornu, ce sera plus, à 107 milliards avec le Rassemblement national. Cette maîtrise du déficit public permet de contenir et même de ralentir et même commencer à baisser l'effet boule de neige dont j'ai parlé en introduction, avec un début de baisse de la dette publique, qui malheureusement reste à des niveaux très importants. Quand on voit que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal ont mis presque 10 ans à ralentir, à effacer l'effet boule de neige, on voit l'effort nécessaire. Heureusement, la France n'est pas encore dans cette situation, si on arrive à agir suffisamment tôt. Et enfin, on arrive à diminuer la charge de la dette. Là aussi, il n'y a pas de miracle, malheureusement, mais c'est la première fois que la charge d'intérêt de la France diminuera sans intervention de la Banque centrale européenne, puisque la dernière fois que la charge de la dette a baissé drastiquement dans notre pays, c'est uniquement grâce à l'intervention de la Banque centrale. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long dans ma présentation. Ah, pardon, excusez-moi. Merci Marine, excusez-moi, j'ai oublié une présentation. Une fois, malgré cette maîtrise importante, vous allez voir, ça va passer.
comme nous avons réussi ce rétablissement des finances publiques et cette baisse des impôts, on arrive néanmoins à augmenter les dépenses. Et c'est là où ce n'est pas de l'austérité. Il n'y a pas un choix dans notre pays entre la gabegie macroniste, une hyper-gabegie, si je puis dire, avec le programme des Insoumis qui promettent plus de 100, voire près de 180 milliards 183 milliards de nouvelles recettes. Et l'austérité, dans sa stricte acceptation du terme, n'est jamais une solution puisque vous avez des effets de bord sur l'économie qui peuvent effacer les effets que vous avez sur votre budget. Et donc, on peut investir dans des dépenses utiles à notre pays. Il s'agit de l'achat d'une golden share, d'une action préférentielle en bon français, dans Atos, Arcelor et Opella. Donc Opella qui est la privatisation des activités grand public de Sanofi, notamment le Doliprane. Pour 500 millions d'euros, ces actions préférentielles permettront à l'État d'avoir un droit de regard sur la stratégie d'investissement, de développement de ces entreprises, notamment Arcelor, dont les difficultés liées au dumping chinois et à la surnormalisation européenne nous inquiètent fortement. Et évidemment, une nation sans sidérurgie, c'est une nation profondément déclassée. C'est déjà suffisamment fragile pour avoir nos plus grandes craintes. Et comme l'avait dit Marine Le Pen, la nationalisation est évidemment la dernière cartouche d'un État souverain, d'un État stratège, quand tout a échoué. Et nous estimons que tout n'a pas encore échoué. Gérer une Asyrie n'est pas le métier de l'État. Nous n'estimons pas que l'État doit se substituer aux entreprises, mais l'État doit être là pour surveiller quand ses intérêts stratégiques sont en jeu. C'est le sens de cette proposition. La justice territoriale, notamment avec 700 millions d'euros pour nos outre-mer. La restauration pour 500 millions d'euros des crédits sur l'agriculture, notamment des programmes d'avenir qui ont été sacrifiés, il faut bien le dire, dans un certain silence l'année dernière, de tous les programmes de recherche qui permettent à notre agriculture de retrouver sa compétitivité. Et enfin, la justice sociale. Nous pouvons financer la réforme des retraites promise par Marine Le Pen et Jordan Bardella à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Petit aparté au passage, ça fait quand même 3 ans qu'on nous expliquait que suspendre la réforme des retraites coûterait 500 millions d'euros la première année, 1,8 milliard la deuxième. La lettre rectificative du gouvernement dit finalement c'est 100 millions et 1,3 milliard de mémoire. Donc c'est sûr qu'avec des gens qui savent aussi bien compter, y compris à une semaine près, puisque Monsieur Lecornu avait annoncé ces chiffres-là de surcoût il y a seulement 10 jours. Bon, en 10 jours, revoir quand même, diviser quand même par 5 le coût d'une réforme qui, soi-disant, est suivie à l'euro près. Enfin, je me dirais, c'est une citation de Bruno Le Maire, ça aurait dû m'inquiéter. Évidemment, c'est très inquiétant. Enfin, ça met un peu le contexte quand on a des critiques qui viennent de certains rangs gouvernementaux. Et nous pouvons préserver les Français des mauvaises décisions de M. Lecornu. C'est la fameuse année blanche. Et donc, nous pouvons restaurer l'indexation des prestations sociales, ainsi que la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire le moins long possible, Madame la Présidente, et de vous exposer à la fois la philosophie et l'efficacité et l'ambition du plan d'économie et de redressement des comptes et d'investissement dans l'économie que nous proposons. Bonjour, Alison Tassin pour TF1 et LCI. Vous mettez en avant, notamment dans votre présentation, mais aussi au quotidien, le besoin de souveraineté économique. Or, vous vous êtes positionné contre la taxe sur les petits colis qui a pour but de limiter l'invasion des colis chinois, Temu et Shein. Comment est-ce que vous justifiez cette décision? Merci. Merci. Très simplement, cette taxe ne préserve pas nos commerçants et ce qui nous reste d'industrie textile ou de petite industrie traditionnelle. C'est une taxe pour faire les poches des Français, une fois de plus. Cette taxe, je l'ai expliqué en commission finance. D'ailleurs, je n'ai eu aucune réponse ni du gouvernement, ni du rapporteur général, ni des représentants du gouvernement à l'Assemblée, s'ils existent encore, pour nous expliquer en quoi cette taxe ne serait pas détournée au moment même où elle serait votée. Les Chinois, enfin les entreprises chinoises, l'absurde révélateur soutenu par leur État, auront très facilement moyen, soit à travers la Hollande, soit à travers la Belgique, soit à travers un entrepôt bidon, ou pire encore, une usine qui s'appelle ça des usines d'assemblement, qui sont en fait des entrepôts déguisés, où ils pourront faire venir leurs produits et les réexpédier en France, sans que ça protège à aucune manière
l'industrie textile ou l'industrie traditionnelle française et nos commerçants. Donc je dis à nos commerçants, qui d'ailleurs, dans les retours que nous avons de nos 140 députés avec l'UDR, sont assez unanimes, ne sont pas du tout dupes de cette fausse bonne idée. Et la seule bonne idée, c'est évidemment que l'Union européenne, sous l'impulsion de la France, et parce que la France, je vous le rappelle, a le droit de faire appel à ce qu'on appelle en droit commercial et en droit communautaire la clause de sauvegarde quand ses intérêts économiques sont en jeu, d'exiger enfin que l'Union européenne se défende face à l'invasion de produits chinois. Ce qui est absolument incroyable, c'est que la Commission européenne reconnaît les pratiques de dumping de la Chine et ses entreprises et donc autorise et c'est de coordonner cette taxe sur les petits colis, alors que son devoir, son travail serait de mettre des taxes aux frontières de l'Union européenne. Et faut-il rappeler que le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen, s'était opposé à la suppression des quotas textiles, qui était une des mesures les plus efficaces pour protéger notre industrie textile, mais aussi protéger l'industrie textile des pays proches des pays européens, notamment des pays de ce qu'il pouvait y avoir d'industrie textile au Maghreb, qui captait aussi, qui solidifiait une partie de l'immigration également. Voilà, donc c'était une erreur à double titre. Une erreur parce que ça a continué de ruiner l'industrie textile française, mais aussi parce que malheureusement, en fragilisant un certain nombre de tissus économiques proches du continent européen, ça a aussi amplifié le phénomène migratoire. Ce qui est certain, c'est que cette taxe, comme tant d'autres, ne vise uniquement qu'à remplir les caisses de l'État. Et j'en finirai par une petite anecdote. Dans le sérieux de nos adversaires, les macronistes ont proposé de passer cette taxe à un niveau tel que son rendement était estimé à 20 milliards d'euros. Donc voilà, donc des gens très sérieux ont estimé qu'on pouvait prendre aux Français 20 milliards d'euros sur leurs commandes de t-shirts et de gadgets. Parallèlement, nous sommes en train de travailler, nous allons prochainement rencontrer le secteur bancaire sur ce sujet, travailler en revanche sur ce qui peut s'assimiler à une lutte contre la fraude, qui est la difficulté qu'une partie des importations, en tout cas une partie des achats qui sont effectués via Internet de produits étrangers, ne respectent pas le versement de la TVA. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous avons réfléchi à des dispositifs que nous allons soumettre au secteur bancaire pour permettre précisément de lutter contre cette fraude à la TVA qui, pour le coup, crée une concurrence évidemment déloyale avec nos commerçants français. Stéphanie Le Rouge de l'AFP, je suis là. Vous avez mis en avant le coût plus faible qu'annoncé de la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez voter pour la suspension et est-ce que vous pourriez laisser passer, est-ce que vous pourriez vous abstenir sur le PLFSS pour laisser passer cette mesure? Non, mais nous sommes pour la suspension, puisque nous étions contre cette réforme des retraites. Enfin, ça ne vous a pas échappé, on a été même en première ligne contre cette réforme des retraites. Nous avons d'ailleurs, à cette occasion, et avant même cette réforme, indiqué aux Français quelle était notre vision précisément de la réforme qui était nécessaire. Donc évidemment, nous encourageons cette suspension de la réforme des retraites. Et vous avez vu d'ailleurs que dans le budget, dans notre contre-budget, nous la finançons autrement en quelque sorte, puisque l'augmentation de 1 milliard, je crois, sur les mutuelles, nous en avons en l'occurrence tenu compte. Mais est-ce que nous allons voter pour une aggravation de 20 milliards d'impôts supplémentaires pour protéger de sa suspension? Il n'en est pas question, parce que d'abord nous sommes dans l'opposition, voyez-vous. Donc comme nous sommes dans l'opposition, nous sommes totalement opposés en réalité au budget tel qu'il est présenté. Donc une augmentation encore, je crois, de 30 milliards à peu près des dépenses, une aggravation de mémoire de 20 milliards des impôts. Bon, par exemple, il n'est pas question que nous acceptions ça. Et il y a dans le PLF et dans le PLFSS des choix que l'on ne peut pas soutenir. Voilà, c'est clair. Je veux dire, je crois qu'il faut dégonfler la baudruche. Enfin, vous me direz, il y en a déjà une qui a été dégonflée. Là, c'est celle de Kermit la grenouille, place Vendôme. Ben, on va en dégonfler une deuxième. Hein. C'est qu'en réalité, cette suspension de la réforme des retraites n'est qu'une excuse. C'est une excuse pour ne pas voter la censure.
Voilà. Tout ça est une vaste plaisanterie, vous comprenez. Le Parti socialiste avait besoin d'une excuse pour s'opposer au vote de la censure, car il ne voulait pas voter la censure, car voter la censure, c'était risquer une dissolution, et le Parti socialiste, s'il va aux élections sans le soutien de la France insoumise, reviendra à 3 députés. La réalité politique, c'est celle-là. Voilà. Et donc, dans un accord qui s'est vu énormément quand même, particulièrement avant-hier, dans un accord entre M. Lecornu et le Parti socialiste, eh bien, ils ont magouillé, ficelé en quelque sorte cette excuse pour permettre au Parti socialiste de s'opposer au vote de la censure. C'est aussi simple que cela. Vous avez noté que je pose la question sur la lettre rectificative, puisque je crois avoir été la première à trouver que cette idée était une excellente idée et à demander à M. Lecornu de s'y atteler. Je pose une question sur la lettre rectificative, il ne me répond pas. Et puis, comme par hasard, 5 secondes après, le Parti socialiste pose la question et il leur répond. Ah, justement, je voulais vous annoncer que la lettre rectificative est partie cette nuit. Bon, enfin, je veux dire, il faut vraiment être extrêmement naïf ou très peu expérimenté pour ne pas voir que tout cela fait l'objet d'un cirque, d'un sketch, d'une manœuvre ficelée entre le gouvernement et le Parti socialiste. Oui, Nicolas Massol pour Libération. C'est sur la question de la baisse des subventions aux associations. Est-ce que vous allez nous communiquer la liste des associations que vous ciblez? Comment est-elle établie? Dans vos amendements, vous visez notamment les associations qui ont enfreint la loi, donc les associations pour la défense des animaux, du bien-être animal ou pour la défense des personnes exilées. Est-ce qu'il s'agit uniquement de ces associations-là ou est-ce que c'est beaucoup plus large? C'est les associations qui politiquement vous déplaisent? Nous ne sommes pas de gauche, à la différence de vous, cher monsieur Massol. Donc nous essayons de ne pas adapter notre politique à une version sectaire, en réalité, vous voyez. Donc nous n'entendons pas retirer des subventions à ceux qui ne pensent pas comme nous. Voilà, c'est une grande différence entre nous et la gauche. Nous considérons en revanche qu'il y a des abus et des excès. Les abus, c'est évidemment de soutenir avec l'argent public des associations dont l'objectif est de violer la loi, donc ou d'aider des gens à violer la loi. Ça n'est pas envisageable parce que ça n'est pas, accepté par les Français. Or, ce sont eux qui payent les impôts pour pouvoir financer ces associations. Et puis, il y a, de manière générale, une tendance qui veut que l'intérêt, je pense d'ailleurs beaucoup aux associations qui sont financées par les collectivités. Aujourd'hui, on ne regarde plus, par exemple, s'il existe un intérêt communal dans la subvention qui est accordée à l'association. Je suis désolé, mais il y a quand même des règles. Et par exemple, les communes se doivent de financer des associations lorsque l'association a un intérêt communal. C'est-à-dire que SOS Méditerranée, par exemple, n'a pas d'intérêt communal. Oui, donc, par exemple, ces associations, ces subventions, normalement, ne devraient pas exister, pourtant elles existent. Et c'est vrai, en réalité, dans toutes les strates. Donc, une association, elle a vocation, encore une fois, à répondre à un intérêt général. Et en réalité, c'est la manière dont ces milliards sont distraits par ces abus, c'est autant de milliards distraits pour les associations, précisément, qui répondent dans les communes à un intérêt communal, dans les départements à un intérêt départemental, dans les régions à un intérêt régional, et pour l'État un intérêt général. Voilà. Donc c'est une vision qui est une vision en réalité très saine, je crois, de la situation et de la nécessité de soutenir en fait le milieu associatif, mais le milieu associatif qui évidemment a l'intérêt général à cœur, bien sûr. Bon.
souvent SOS Méditerranée, mais il y a des associations qui sont d'intérêt général, il y a un petit peu d'inspiration politisée, par exemple pour Sartre et Léo Lagrange, qui sont dans l'organisation populaire, que par exemple ça doit couper. Bah, vous aurez un certain nombre de pistes. Oui, la liste, vous l'aurez quand nous serons élus. Bonjour, Pierrick Bonneau pour France Info, je suis ici. Sur la lettre rectificative, comment est-ce que vous réagissez à la contribution des retraités qui va être exigée pour compenser la suspension de la réforme des retraites, notamment, visiblement, une moindre indexation de leur pension de retraite? Quelle est votre réaction, Madame Le Pen? Bah, nous y répondons dans le contre-budget, puisque nous supprimons cette mesure. Nous supprimons cette mesure dans le contre-budget, donc nous y sommes évidemment opposés. C'est une habitude, hein, de toute façon, de la part du gouvernement. Il tape toujours sur les mêmes, et en l'occurrence, évidemment, les retraités sont assez lourdement frappés par ce budget. La question, c'est comment le PS va voter ça? Comment les LR vont voter ça? C'est ça la vraie question, en fait. Bonjour, Paul Lobaché pour Le Figaro, ici. J'ai une question à propos des économies sur les opérateurs et les agences de l'État, que vous évaluez à 7,7 milliards d'euros. Pareil, même question que Libération. Est-ce que vous avez une liste de ces opérateurs et de ces agences? Et ensuite, combien d'emplois, parce que ça joue quand même des agences qui emploient des gens, seraient concernés par votre mesure d'économie? Merci pour cette question. Écoutez, la liste, elle a été communiquée l'année dernière, elle est issue des travaux et des amendements qu'avait déposés notamment Mathias Renaud, ici présent. D'ailleurs, je ne comprends pas, l'année dernière, l'ensemble de ces amendements avaient été jugés recevables et étudiés en commission. Cette année, par une raison dont on ne s'explique que très difficilement la cause, ces amendements ont disparu, sauf un qui d'ailleurs a été voté, un amendement d'économie hier. Donc la liste, elle a été communiquée l'année dernière. Elle est ajustée évidemment aux variations de taxes affectées et budget des opérateurs qui malheureusement s'emballent comme ailleurs. Et il n'a aucune difficulté à recommuniquer cette liste. Et pour les emplois qu'elle concerne, nous n'avons pas encore, comment dire, c'est la différence entre un contre-budget et un projet présidentiel. Ce sont là des économies qui se font sans avoir à supprimer de postes, en tout cas, ou des réattributions de postes ou des non-remplacements, mais personne de la fonction publique ne perdra son poste avec le contre-budget du Rassemblement national dans la première année. Bonjour, Corentin Le Sieur pour Le Monde. Deux questions. La première, juste pour rebondir sur les associations. Vous parlez d'intérêt communal, notamment pour SOS Méditerranée. Est-ce qu'une association comme SOS Chrétiens d'Orient pourrait donc se voir privée de ses subventions versées par des communes ou au moins une région en France, à défaut d'intérêt communal et régional? Deuxième question, sur l'immigration. L'an passé, vous aviez listé 4,1 milliards d'économies en la matière. Cette année, 11,9, avec deux ajouts de postes. Le renvoi des étrangers qui n'ont pas d'emploi pendant un an et réserver le bénéfice des prestations de solidarité aux étrangers travaillant au moins 5 ans sur le territoire français. Vous avez précisé que c'était à périmètre constitutionnel constant. Comment affirmez-vous cela aujourd'hui, un an après que M. Bardella, lors de la présentation de son programme législatif, avait renvoyé ce sujet-là au temps des réformes et au temps d'une constitutionnalisation de votre programme, puisqu'il estimait lui-même que cette mesure, réserver le bénéfice des prestations aux étrangers ayant travaillé 5 ans, ne pouvait être fait sans révision de la Constitution. Merci. Oui, alors il y a un courant de pensée qui a du mal avec l'intérêt général. En fait, vous revenez à un intérêt particulier, c'est-à-dire est-ce que les associations qui ont l'honneur d'être appréciées par le monde vont conserver leurs subventions, et est-ce que celles qui sont vilipendées par le monde vont les perdre? C'est ça votre question. Bon, je pense qu'on rentre dans un niveau de détail qui n'est peut-être pas utile aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la même règle sera appliquée pour tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt communal, il n'y a pas de raison que des subventions soient accordées. Voilà, c'est relativement simple, et je vous assure que ça va permettre aux collectivités de faire, peut-être d'arrêter de faire du clientélisme, mais de faire en revanche beaucoup d'économies.
moi, je pense que nous pensons que le Conseil constitutionnel peut parfaitement accepter une mesure, parce qu'elle l'a déjà faite dans d'autres d'ailleurs circonstances, qui soumettent soit un temps de présence, soit un temps de travail sur le territoire, l'attribution d'aides qui sont des aides non contributives. C'est-à-dire que ce sont des aides pour lesquelles on ne contribue pas. Oui, c'est pas une nouveauté en même temps. Pardon hein, de ne pas sortir des nouveautés en permanence, mais pour le coup, c'était dans le programme de 2024, c'est exactement la même chose. Et c'était même dans le programme de 2022, je crois. Donc ceci n'a rien d'extraordinaire et ça ne nécessite pas une modification constitutionnelle. Bonjour, Guillaume Nikezouf pour Mediapart. Une question complémentaire sur la baisse au niveau des agences et des opérateurs. L'an dernier, vous nous aviez effectivement fourni une liste. Vous chiffriez ça à 3,4 milliards d'économies. Cette année, c'est 7,7. Comment est-ce que ce delta s'explique? Est-ce que la liste a changé ou est-ce que c'est simplement poste par poste que ça augmente? Mais tout simplement car nous amplifions le travail que fait le groupe et nous l'améliorons et que par ailleurs, l'année dernière, nous faisons aussi les économies qui nous estiment nécessaires à un moment donné. Et cette année, les économies nécessaires sont supérieures. Donc les efforts que nous demandons à la rationalisation de l'État le sont aussi. Et nous demandons en priorité des efforts à l'État et à ses agences avant d'aller faire la poche des Françaises et des Français, des TPE, des PME et des entreprises. C'est un peu la même logique avec l'Union européenne d'ailleurs. Il y a en France, dans les nombreux tabous, il y a deux religions. La première religion, c'est que l'Union européenne est vouée à avoir ses dépenses toujours augmentées et les salaires de ses fonctionnaires systématiquement augmentés, par exemple 7% l'année dernière. Je pense que ça ferait plaisir à tous les Français d'avoir eu cette augmentation. Et de la même manière, les agences elles-mêmes sont toujours vouées à avoir leurs moyens toujours augmentés, y compris d'ailleurs quand leurs propres caisses sont remplies à ras-bord. Je vous rappelle que le Rassemblement national, dans l'indifférence générale, avait signalé que la trésorerie des opérateurs était largement excédentaire. Nous avons suggéré à Gabriel Attal en 2022 de faire un rapport d'inspection sur la trésorerie des agences. Le rapport de l'inspection des finances a conclu à une trésorerie largement excédentaire, supérieure à plusieurs centaines de millions d'euros des opérateurs. Donc nous avions raison, ils avaient tort. Donc la vraie question, si vous voulez, c'est comment, pendant des années, on a pu continuer à verser des taxes affectées et des subventions à des agences qui avaient plusieurs centaines de millions de trésorerie d'avance. Au-delà, quand je dis trésorerie excédentaire, ce n'est pas la trésorerie totale des agences, c'est la trésorerie au-delà de leurs besoins de couverture de financement. Donc ça s'appelle de la mauvaise gestion. Et la conclusion de cette mauvaise gestion, c'est que cette centaine de millions d'euros de trésorerie excédentaire, c'est autant d'impôts dans les poches des Français ou de prélèvements frais par les TPE et PME qui, elles, sont à l'euro près. Donc c'est une différence de conception, une différence de vision. On ne demande pas d'efforts inutiles à la rationalisation de l'État, mais quand ces efforts sont utiles, on les demande et on n'a pas la facilité de recourir aux impôts ou à la dette. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Une question sur la crédibilité d'ensemble du projet. En quelque sorte, vous branchez un circuit économique sur le projet Le Cornu. Alors, est-ce que vous avez calculé le choc que représente ce circuit pour crédibiliser votre affaire sur le réel, c'est-à-dire les deux projets de loi de finances qui reflètent, vous l'avez décrit au début, la réalité de l'économie française? Et accessoirement, comme vous le savez, la réduction des déficits, elle passe d'abord par la réduction des prestations sociales. Vous avez à peine incidemment cité le mot de prestations sociales. Donc, par exemple, est-ce que je m'arrête là, mais est-ce que les 7 milliards de dépenses de baisse sur la santé, comment vous les intégrez, elles sont dans le budget Le Cornu, comment vous intégrez à votre propre projet? Avant de donner la réponse à Jean-Philippe Tanguy, je trouve que votre question est extrêmement intéressante. Parce qu'en réalité, elle révèle un emmurement mental qui frappe énormément en fait, des journalistes et des économistes dans notre pays. Vous dites, tout le monde sait que pour réduire le déficit, il faut s'attaquer aux dépenses, aux prestations sociales. Ben non, en fait. Ça, c'est ce qu'on nous vend depuis des années, c'est-à-dire qu'en réalité, pour maîtriser le budget, la seule solution, ce serait de réduire les droits des Français ou de taper au portefeuille.
Eh bien, nous venons précisément de dire que pour nous, la première des choses à faire, c'est que l'État fasse des économies sur son train de vie. Sur son train de vie. Que faire des économies de l'État, c'est pas baisser les prestations, hein. Voilà, ça, c'est une manière de voir les choses qui est extrêmement perverse. C'est sur son train de vie. Voilà. Donc, nous sortons du cadre, peut-être, mais c'est aussi notre rôle. Nous nous refusons à être enfermés dans le triangle des Bermudes, dans lequel se perd l'économie française et par ailleurs le budget français depuis des décennies, où on nous explique qu'en réalité, les seules solutions, c'est le sacrifice de soit en augmentant ce que payent les Français, soit en baissant ce à quoi ils ont droit. Ben, il y a une autre solution, encore une fois, qui est de faire des économies sur le train de vie de l'État. Et c'est ce que réclament aujourd'hui les Français, parce qu'il n'y a plus un grand consentement à l'impôt, mais il n'y a plus du tout de consentement à la dépense. C'est-à-dire qu'en réalité, les Français ne sont plus d'accord avec la manière dont l'État dépense leur argent. Et on ne peut pas faire fi de cela. Il faut entendre cela et il faut évidemment en tirer les conséquences sur la rationalisation de la manière dont l'État dépense dans notre pays. Merci Marine. Pour traduire concrètement ce que vient d'expliquer la présidente, vous dites effectivement c'est un contre-budget, donc effectivement par définition on réagit au budget de Monsieur Lecornu, mais ça s'inscrit aussi dans une critique des effets économiques de ce budget. Un exemple. Vous dites, à tort, comme l'expliquait Marine Le Pen, qu'il faut absolument envoyer un signal de restriction, d'austérité sur les prestations sociales. La conséquence de cette inquiétude que les relais médiatiques, économiques envoient aux Français depuis 3 ans, c'est la peur du lendemain qu'a très bien décrit notamment Marine Le Pen dans son discours de rentrée, qui paralyse l'économie. Et ça, c'est des effets de bord très importants. Déjà, le mal-être des gens. Je rappelle que quand même assurer le bonheur, en tout cas ne pas contribuer au malheur de sa population, est quand même la première mission d'un État démocratique, mais ça a aussi des effets, des externalités négatives sur l'économie. Et notamment l'excès, non pas l'épargne, puisque l'épargne est une bonne chose en ce moment, mais on voit bien que les gens sacrifient leur consommation, leur confort de vie, parfois leur santé, parce qu'ils ont peur du lendemain, qu'ils ont peur que des monceaux d'impôts et de privations leur tombent dessus, sur quoi ils n'ont pas tort avec le bon sens populaire depuis 3 ans. Pas plus avait raison, puisque chaque année qui passe, c'est toujours plus d'impôts, toujours plus de privations. Donc ils ont raison en fait de surépargner, puisqu'ils savent que ça va leur tomber dessus. La conséquence de ça, c'est l'affaiblissement du commerce, c'est l'affaiblissement de la consommation populaire. Donc c'est la baisse des rentrées de TVA, c'est les défaillances d'entreprises. Bref, tous ces effets de gens soi-disant très intelligents, très rationnels, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie en fait. Donc moi j'aimerais savoir comment des gens, visiblement, à force de passer certains concours et certains privilèges, ils ont raté des cours, ils n'ont pas suivi un certain nombre de cours de base. Donc cette surépargne, par exemple, c'est entre 2 et 3 points de PIB, c'est donc entre 60 et 90 milliards d'euros, qui est dans une épargne de précaution, une épargne de peur, qui n'est pas renvoyée dans l'économie. Si vous transformez ça rien qu'en gain de TVA, c'est donc entre 5 et 10 milliards d'euros de perte de TVA, par exemple, pour ce seul sujet-là. Et les effets de bord dans l'économie sont bien plus nombreux. La sous-consommation, elle est visible dans tous les chiffres de l'INSEE, et on ne l'a pas inventée, et on l'avait annoncé. Et je pense notamment à Philippe Lothiau en commission finance. À de nombreuses reprises, tous les deux, nous avons alerté depuis que nous siégeons sur les risques de cette sous-consommation. Par ailleurs, ce que vous dites, monsieur, n'est pas exact. Dans la maîtrise des dépenses, il y a des maîtrises de dépenses de bonne gestion de la dépense sociale, par exemple. Marine Le Pen défend depuis très longtemps la gestion des médicaments à l'unité. Et donc vous voyez bien qu'on peut très bien mieux gérer l'argent des Français. C'est quand même, excusez-moi, plus de 500 millions d'euros. C'est très important comme économie. Et c'est juste de la bonne gestion. Personne ne va être privé d'être soigné, bien au contraire. Bien au contraire, puisqu'on peut plus ajuster la prescription exactement à la nécessité. Et par ailleurs, ça valorise le beau métier de pharmacien. Nous proposons aussi pour près de 500 millions d'euros le contrôle systématique de l'éligibilité aux affections de longue durée. Et vous voyez, c'est la différence entre une mesure de bonne gestion et une mesure d'injustice sociale comme la fiscalisation des ALD. Pourquoi fiscaliser les prestations, les indemnités journalières des ALD, y compris des gens, et en particulier de l'essentiel des gens qui sont effectivement malades et dans des difficultés qu'on ne souhaite à personne, et pas vouloir juste, dans un premier temps, avant d'envisager, ne serait-ce qu'envisager une telle mesure injuste,
de contrôler tout simplement l'éligibilité à l'ALD, dont tout le monde sait qu'elle est mal faite. Et le chiffrage de 400 millions d'euros est particulièrement raisonnable et prudent. Donc vous voyez, en plus de ce qu'a expliqué Marine Le Pen, il y a des effets de bord économiques que nous, on veut, renverser tout simplement, avec un choc de consommation, un choc de production. Et on peut aussi faire des efforts de bonne gestion. Bon, j'ai rajouté que l'effort sur l'immigration, monsieur, c'est essentiellement des efforts sur la dépense sociale. C'est 12 milliards d'euros, effectivement. Mais comme par hasard, tout le monde veut frapper avant les Français et même d'ailleurs même frapper les étrangers en situation régulière qui travaillent avant de frapper les clandestins et les étrangers qui ne travaillent pas. Effectivement, là aussi, c'est une rupture et c'est un ordre des priorités que nous assumons totalement. Bonjour, Clément Guilloux, du journal Le Monde. De rebond sur des réponses que vous venez de donner sur la question notamment de la baisse des affectations financières à certaines agences ou organismes. L'an dernier, il me semble que c'était financé par une baisse de 20%. Vous dites que les organismes sont les mêmes que la dernière fois, il n'y en a pas davantage. Donc est-ce que ça veut dire que cette fois les crédits baisseraient de 40% pour obtenir le doublement de cette économie? Et ensuite, sur la question de la réforme constitutionnelle éventuelle sur les aides non contributives des étrangers présents sur le territoire depuis moins de 5 ans, il me semble que l'an dernier, le Conseil constitutionnel avait rejeté une demande des Républicains pour un référendum d'initiative partagée sur le sujet, précisément pour cette raison-là, hein, en citant l'inconstitutionnalité de cette mesure. Deuxième question, donc est-ce que ça veut dire que vous pensez que le Conseil constitutionnel peut changer d'avis sur cette question? Sur la taxe sur les holdings, je vois que vous l'incluez, enfin vous ne comptez pas l'appliquer. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Visiblement, vous avez voté contre la suppression de cette taxe sur les holdings en commission. Est-ce à dire que vous avez changé d'avis depuis? Merci. Pour prendre les questions dans l'ordre inverse, la taxe sur les holdings, écoutez, après avoir étudié ces 5 pages que chaque commissaire aux finances a dû lire dans des délais extrêmement courts, la conclusion est celle qu'a donné le Figaro et l'Opinion, à savoir qu'en fait c'est un mauvais rétablissement, enfin c'est un rétablissement de l'ISF sur une partie des actifs mal ciblé et mal construit, ce qui fait d'ailleurs que la commission s'est tenue dans la plus grande confusion, tant la différence entre ce qui avait été noté par la ministre et ce qu'espèrent les Français, à savoir lutter effectivement contre la dérive ou les abus de certaines holdings, et la réalité du dispositif qui ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé par Madame de Montchalin depuis 1 an, il y a une forme de confusion, ce qui fait que les LR ont, j'allais dire, fait adopter à l'insu de leur plein gré, visiblement, d'après leur retour cacophonique, un amendement qui a tout réécrit, on ne comprend plus rien. Et donc la conclusion du Rassemblement national, c'est qu'en fait, l'impôt sur la fortune financière que nous proposons, avec sa nouvelle mouture et sa nouvelle estimation qui passe en net à 4 milliards d'euros compte tenu de l'amélioration de la hausse de certains patrimoines financiers, est une meilleure réponse en fait que la taxe holding, mais qui n'est pas une taxe contre les holdings. Et donc nous demandons par ailleurs au gouvernement de revenir à des dispositifs techniques qui permettent effectivement de lutter contre les abus dans les holdings. Par exemple, effectivement, si vous avez dans des holdings professionnels des biens privés ou d'un usage majoritairement privé qui s'y trouve, il y a le fameux mythe, enfin c'est pas un mythe, mais l'exemple caricatural d'un yacht qui serait dans une privé, qui serait dans une holding familiale, alors qu'il n'est pas loué, enfin, que le yacht n'est lui-même pas un outil économique de location, autrement que pour la famille qui détient la holding. Bon voilà, là c'est un abus, mais c'est paradoxalement pas du tout, enfin pas du tout, pas en tout cas très majoritairement pas l'objet de cette taxe contre le holding. Donc moi j'engage Madame de Montchalin à nous proposer des mesures techniques qui correspondent aux attentes des Français. Et en tout cas, l'IFF correspond aux attentes des Français, même si lui-même d'ailleurs peut toujours être améliorable, amendable. Nous ne considérons pas que ce que nous mettons sur la table est pur et parfait. Tout peut être amélioré techniquement. En tout cas, c'était pas une taxe contre les holdings. Et je dois reconnaître que le travail de l'Opinion et du Figaro sur ce sujet ont été particulièrement utiles à la Commission Finances, puisque le gouvernement, lui, ne nous a pas donné d'informations. Donc parfois, les médias sont meilleurs que Madame de Montchalin. Je ne sais pas si c'est un compliment. Autre sujet, c'était l'ampleur des agences. On a déjà répondu, Monsieur Guilloux, mais on vous donnera la liste. J'ai déjà répondu. Non, il y a une amplification de l'effort, donc on a identifié de nouvelles économies, à faire. Mais vous inquiétez pas, vous aurez la liste et on n'a pas pour habitude de mentir à cette table. Et votre troisième question.
Ah, le référendum. Monsieur Guillaume, le RSA est bien soumis à une obligation de résidence de 5 ans quand on est étranger stable pour pouvoir le toucher. Par conséquent, la conditionnalité des aides non contributives est quelque chose qui est admis. Il est plus cohérent de réclamer pour des aides non contributives, pour le coup, il est plus cohérent de demander d'avoir travaillé plutôt que de résider. Donc, il y a un certain nombre d'ailleurs de pays, puisque bien souvent ces interdictions qui sont faites et qui se multiplient proviennent de textes européens. Mais pour le coup, il m'apparaît qu'un certain nombre de pays ont eux aussi réduit considérablement les prestations sociales au sein de l'Union européenne et que donc ce type de conditionnalité est parfaitement autorisé. Ah. Je suis désolée, mais c'est le cas pour le RSA. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent, si vous voulez. Il y a une conditionnalité qui existe actuellement. Donc, je veux bien qu'elle soit anticonstitutionnelle, mais alors il faudrait que le Conseil constitutionnel se réveille ou un certain nombre d'associations ou de justiciables de gauche pour le saisir sur ce sujet, parce que ça existe déjà, la conditionnalité des prestations sociales pour les étrangers. Donc, on change juste le paramètre de conditionnalité. Alors, dernière question. Bonjour, Juliette Jepkirou pour l'agence de presse Reuters. Je voudrais juste rebondir sur la question d'un de mes confrères du Monde concernant le chiffrage des économies sur l'immigration. Parce qu'il y a 3 mesures que vous avez évoquées, mais mises bout à bout, elles équivalent à 8,4 milliards. Et du coup, je voulais savoir d'où viennent les 3,5 milliards restants, puisque dans le tableau, vous mettez par exemple la fin de l'accord de 68 avec l'Algérie. Ouais. Comment vous chiffrez cette économie? Et par exemple, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec une autre mesure sur le fait de renvoyer les étrangers qui n'ont pas d'emploi pendant 1 an? Parce qu'on peut imaginer que s'il y a des personnes algériennes dans ce cas, sans accord de 68, l'Algérie ne vous donnerait pas forcément de visa consulaire. Donc, attendez, parce que là, on ne vous suit plus d'abord parce qu'on vous entend mal. Juste une chose, il y a un rapport qui vient d'être rendu, parlementaire, sur le coût de la Convention de 68, qui fixe à 1,5 à 2 milliards le coût de la Convention entre la France et l'Algérie. Et les autres mesures, comment vous les chiffrez? Et ce n'est pas un rapport fait par le Rassemblement national, c'est un rapport fait par M. Rodwell de Renaissance, avec, je crois, un député LR. Mais comment parvenez-vous aux 12 milliards? Parce qu'on n'a pas le détail. Mais vous avez le détail, et vous avez évidemment le détail dans les tableaux qui sont joints dans votre dossier. Alors, excusez-moi, madame, donc je vais faire l'effort surhumain de lire. Donc, réserver le bénéfice des prestations de solidarité aux étrangers ayant moins travaillé 5 ans, 6 milliards. Remplacement de l'AME par l'AMU, 1,3 milliard. Suppression des visas pour soins, 1 milliard. Fin de l'accord de 68, soldé de ce qui peut être compté en double, 1,3 milliard, parce que ça monte jusqu'à 2,3 milliards dans le rapport. Renvoyer les étrangers qui n'ont pas eu d'emploi pendant 1 an et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, 1,1 milliard. Hausse des frais de scolarité des étudiants, mesure déjà votée mais souverainement inappliquée par les universités dans l'indifférence générale du gouvernement, 1,1 milliard. Dans votre dossier presse, l'impression a coupé la dernière colonne, donc on vous envoie la version PDF sans le... C'est l'impression qui a coupé. Vous aurez le détail mesure par mesure. Voilà. Eh bien, excusez-moi d'avoir été, pour une fois, excessivement désagréable. C'était pour les fois d'avant. Merci beaucoup de votre présence.